Bonjour. Nous sommes en 2005. Je vis à Strasbourg heureux, avec ma femme Véronique et nos 3 enfants. J'exerce déjà depuis près de 20 ans un travail singulier. Je suis psychiatre dans un cabinet de médecine libérale à Strasbourg et je me suis consacré à l'accueil des sans-papiers. Je me suis consacré à régulariser les étrangers malades par la psychiatrie. Je suis dans ce combat de manière un petit peu isolée dans ma profession. Je m'épuise, je suis fatigué et mon épouse Véronique me propose de venir m'aider au cabinet et de reprendre le secrétariat et le téléphone, comme elle l'avait fait jadis. Véronique, mon épouse, mon amour. Véronique, c'est une institutrice qui a consacré 15 ans de sa vie à l'éducation nationale. Personne n'est parfait. 15 ans de sa vie jusqu'au moment de prendre sa retraite, après avoir conçu 3 enfants. Et Véronique, c'est comme beaucoup de femmes, quelqu'un qui a plusieurs métiers, dont tous ne sont pas rémunérés. Véronique prend sa retraite à ce moment-là et va se consacrer. Elle va se consacrer à un travail extrêmement difficile, aride. Elle va devenir une des juristes de référence à Strasbourg dans le droit des étrangers. Elle va créer avec quelques amis une permanence d'accueil des sans-papiers qui va vivre pendant 7 ans à la maison des associations tout proche d'ici. On travaille de concert. J'ai à l'époque 50 ans. Je ne les fais pas, hein. J'ai 50 ans, Véronique un petit peu plus. Je voulais éviter le détournement de mineurs, un petit peu plus. Et nous avions décidé, à ce moment-là, de vieillir ensemble. Nous avions aussi pris le parti, Véronique et moi, de redistribuer la moitié de nos biens à la collectivité, d'une manière ou d'une autre. Arrive le 15 novembre 2005, c'était hier, un mardi. Je ne suis pas prêt d'oublier cette date et ce mardi. Je rentre le matin, la fleur au fusil, si j'ose dire, à la maison pour partager le repas que Véronique avait préparé avec créativité pour toute la famille, sauf notre fils David, notre cadet qui était installé à Paris depuis quelques mois. Elle revient, Véronique, au cabinet qu'elle n'avait pas vu depuis 7 ans. Elle revient dans l'après-midi, elle s'installe, elle trouve ses marques tout de suite au téléphone, à l'accueil, avec les patients, les patientes. Et puis à 16h40, elle vient me poser une question. Elle me demande la confirmation d'une prescription médicamenteuse pour une pharmacie. Et comme d'habitude, je ne peux pas m'empêcher de plaisanter. Elle repart et ce sera pour toujours nos dernières paroles échangées. 16h40, l'horloge est gravée dans mon esprit, imprégnée, comme en relief. Un coup de tonnerre éclate, comme un gros plomb. Pas un petit plomb, un gros plomb. J'ai un mouvement de recul. Un homme fait irruption dans le cabinet. Je le reconnais. Il a l'air extrêmement affairé. Il est très motivé. On a l'impression d'une mission supérieure qu'il a à remplir. Il tire sur moi 2 fois. J'esquive, encore une fois. Nathalie, qui est la patiente en face de moi en ce moment, se lève et s'oppose à l'agresseur, qu'on n'avait pas vu depuis 5 ans. C'est un homme qu'on avait soigné avec Véronique et qui n'était pas réapparu depuis 5 ans. Il est là. Je n'ai comme recours que de tenter de me sauver par la fenêtre. Je donne un coup d'épaule dans la fenêtre. On est au rez-de-chaussée, heureusement. Et là, comme dans un film muet et comique de Harold Lloyd, j'ai la résistance de la vitre, souple, élastique, de très bonne qualité. Je reviens dans le cabinet et j'ai une deuxième chance. J'ouvre la poignée de la fenêtre. Je me demande comment je suis encore debout. Je passe par la fenêtre, je cours. Je fais 10 pas.
ni lentement, ni rapidement, je ne sais plus comment je l'ai fait. 2 détonations résonnent encore, j'ai mal dans le dos. J'ai une petite gêne, je suis surpris de tenir debout, je suis surpris que mes jambes et mes mains et mon cerveau répondent encore à ces ordres. Je vais me réfugier derrière une voiture de l'autre côté de la rue. L'agresseur sort du cabinet, nos regards se croisent. Il va partir dans la direction opposée, il va disparaître au bout de la rue, et j'apprendrai un petit peu plus tard qu'il est allé essayer de tuer un collègue généraliste de l'autre côté de Strasbourg. Je reviens au cabinet. Il y a du monde, des patients, des voisins qui sont accourus. Véronique, mon amour, est allongée sur le sol, inconsciente, dans une mare de sang, la tête touchée. Je vais m'agenouiller à ses côtés, je vais la réanimer jusqu'au bout. Une patiente, une voisine plutôt, juive, prie avec ferveur pour l'élévation de son âme. Et pendant ce temps, d'autres personnes appellent les secours et je réanime Véro. Le réanimateur arrive, je le reconnais. Je reconnais tout le monde dans cette pièce tragique. Et je me dis que peut-être par sa science, peut-être par sa connaissance, il va suspendre momentanément le diagnostic tragique. Peut-être qu'il va faire balancer Véronique du côté de la vie. Je me dis ça quelques instants. Et évidemment, ce n'est pas le cas. Il me fait comprendre que Véronique est perdue pour cette vie. Et je m'effondre contre le mur. Véronique va être déclarée morte le lendemain. Ce sera le 16 novembre 2005, à 11h du matin. Elle sera hospitalisée dans un hôpital de Strasbourg, là où elle a donné naissance à 2 de nos 3 enfants. Et moi, je serai dans un autre hôpital, momentanément inconscient. Nous serons donc séparés cette dernière nuit. Je vais apprendre que nos gosses, dont David, qui est revenu de nuit sous la pluie battante de Paris, ont accepté le prélèvement de 4 organes chez Véronique. J'apprends aussi que David, mon cadet, notre cadet, qui s'est joint à un rassemblement spontané le 17 novembre, le lendemain de la mort de Véro, devant mon cabinet, les volets fermés évidemment, aux bougies, va transmettre aux amis et aux témoins présents, il va transmettre ma volonté, que l'on puisse d'emblée prendre en compte, pour ceux qui le peuvent, la tristesse et la détresse de la famille de l'agresseur. Va commencer alors une période insupportable qui n'est toujours pas terminée, une période insupportable qui va être marquée par les réminiscences de l'histoire avec Véronique, mon amour. Insupportable le fait d'entendre la sonnerie de l'école qui est au bas de l'immeuble chaque heure. On ne peut pas l'arrêter. Elle résonne chaque heure. Et après la sonnerie, encore plus grave, les cris de joie des enfants, la vitalité, la vie, qui se poursuit alors que moi je suis mort. Insupportable Strasbourg, cartographié dans ma tête, je vois Véronique partout où elle a investi des lieux, ça s'imprègne dans ma tête. La carte est fixée dans ma tête et j'arrive pas à la décoller. Le plus déconcertant, c'est peut-être du côté de l'insupportable, le fait que pour survivre, je suis obligé de m'éloigner de mes gosses. Mes 3 gosses, qui sont jeunes adultes ou jeunes majeurs, me rappellent Véronique à tout moment. Et c'est insupportable. Et donc je vais, pour survivre, m'éloigner d'eux. Et donc mes gosses, je me suis rendu compte de ça après, vont perdre la mère et le père. Ils auront la grâce, ces 3-là, d'accepter de me perdre pour me permettre de me reconstruire. Dès que c'est possible, je vais retourner au cabinet. Dès que les autorités judiciaires le permettent, je vais aller récupérer des dossiers de sans-papiers. 50 de dossiers de sans-papiers dans un gros sac bleu.
Et vous ne pouvez pas imaginer combien un dossier de sans-papiers peut être volumineux. Il y a des papiers partout, avec en page de garde la photo de l'usager qui ne sourit pas, mais dont le regard s'impose à moi et m'oblige, comme le dirait Emmanuel Lévinas, il m'oblige à transmettre ces dossiers à quelques camarades qui sont prêts à prendre le relais le temps de mon retour, pour pouvoir obtenir un titre de séjour d'1 an pour ces personnes, et pour pouvoir leur redonner de la dignité. On va être amené à repeindre le cabinet en blanc. On va être appelé à cirer le parquet, à extraire le sang de Véronique, à essayer de se débarrasser de l'odeur du sang qui imprègne le sol. On va être amené à combler le plâtre dans les murs qui a explosé du fait des impacts de balles. J'ai toujours exercé la psychiatrie de manière originale et inédite. J'ai toujours cherché à échapper à ce qui est convenu. J'aurais très bien pu accueillir des patients de ma classe sociale qui payent le dépassement, des patients qui demandent, des patients dont je comprends la demande. Je me suis toujours intéressé, je ne sais pas pourquoi encore, aux gens qui étaient en marge. Je me suis intéressé aux sans-papiers, aux naufragés de la terre, de la mer, aux sans domicile fixe, aux mineurs isolés. Je me suis intéressé aussi aux malgré nous, à ceux que moi j'ai appelés les juifs d'aujourd'hui, à ceux que j'invite à porter le Judenhut, le chapeau juif du Moyen-Âge, qui stigmatisait les juifs au Moyen-Âge chez nous et qui en même temps leur offrait une place. J'ai toujours essayé d'accueillir ces gens de manière inconditionnelle et de leur signifier qu'ils étaient les bienvenus chez moi, chez nous. Dans mon cabinet, qui est une propriété d'usage, mon cabinet est à vous. C'est vous qui l'avez payé et ce cabinet est ouvert à la population générale sans rendez-vous parce que la plupart de ces gens sont insomniaques. Et donc donner un rendez-vous le matin à une partie de cette population, c'est une faute professionnelle. Il s'agit de travailler à leur heure, tant que c'est nécessaire. La mort. J'aurais pu, pour essayer de lutter contre les effets de la mort, j'aurais pu demander vengeance, réparation, j'aurais pu demander l'application de la loi du talion, j'aurais pu demander l'application de la peine de mort. Je me suis rendu compte, et c'était vital, qu'il s'agissait de ne pas dépenser une énergie dévastatrice à demander cette réparation. Je me suis rendu compte que si j'étais tombé dans ce travers-là, je serais mort. Je me suis rendu compte qu'il fallait que je maintienne l'agresseur dans le champ collectif de l'humanité et que si il devait lui-même mourir un jour, il ait droit à une sépulture chez lui, à Strasbourg. J'ai toujours accueilli les gens sans rendez-vous sur le mode de l'hospitalité inconditionnelle et je continue. Et j'ai continué à ce moment-là. Et puis Anya, ma deuxième femme, suisse, j'ai choisi volontairement en tant que juif, ma deuxième femme, Anya, est apparue sur mon lit d'hôpital. Elle a forcé la porte de ma chambre d'hôpital comme journaliste, est apparue comme une apparition. Elle est venue m'imposer les mains, prendre dans ses mains mes mains blessées. Elle s'est tue. Elle m'a fait comprendre que je devais continuer à vivre. Elle a accepté surtout la présence en moi de Véronique, mon amour, et la présence de Véronique entre elle et moi. Anya a pris le relais de l'espérance, de l'amour. Et je me suis rendu compte à ce moment-là qu'il fallait absolument continuer à travailler à l'hospitalité et qu'il fallait lutter contre la violence qui était en moi, qu'il fallait que j'intègre le fait que l'agresseur faisait partie de l'humanité collective et que mon histoire était un événement mineur par rapport à l'histoire collective. Et donc, voilà, c'est ça que je vous apporte aujourd'hui, que je vous invite à méditer. Alors quand je dis c'est ça fait partie de ce que je vous transmets. Je vous remercie d'être à l'écoute. Ça me permet aussi d'élever ma voix. C'est ça que je souhaitais soumettre à votre appréciation, vous donner
pour pouvoir réfléchir ensemble, pour pouvoir aussi me convaincre d'une autre voie possible. Méditer sur le fait qu'on peut cultiver ce credo, cette espérance, cette religion pour moi, travailler pour la paix, par le pardon. Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère. Et commenceront les beaux jours. Mais nous serons morts, mon frère. Quand les hommes vivront d'amour, ce sera la paix sur la terre. Les soldats seront troubadours, mais nous serons morts, mon frère, dans la grande chaîne de la vie, où il fallait que nous passions, où il fallait que nous soyons. Nous serons comme un profond défi d'accueillir toutes les formes de la misère, car c'est avant tout notre affaire. Pardon, mais au diable les boucs émissaires de l'hospitalité, soyons les missionnaires. Ensemble, si vous voulez. Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère. Et commenceront les beaux jours. Mais nous serons encore là, mes frères et sœurs. Merci de votre présence.